Aujourd'hui, on parle de culture d'équipe. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Si le sujet de la culture d'équipe t'intéresse, si tu veux recevoir une suite de mails sur le sujet, n'hésite pas à t'inscrire sur le lien en descriptif. Alors aujourd'hui, effectivement, à parler de culture d'équipe, je pense que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important. Je pense que les anciennes méthodes du management, du micromanagement, du management à la pression, tout ça, c'est derrière nous. Et je pense que la solution idéale, c'est de réussir à développer une culture d'équipe qui soit efficace et qui donc nous permette toujours de continuer à obtenir les 2 R du management qui sont les résultats et la rétention. Je te propose dans un premier temps d'évoquer avec toi 3 histoires de culture d'équipe, de te dire pourquoi les anciennes méthodes ne fonctionnent plus, te dire ce que moi j'ai trouvé comme méthode naturelle et efficace après avoir galéré pas mal pour réussir à mettre en place des cultures d'équipe. Et en conclusion, je te parlerai de ma formation, ma nouvelle formation pour créer ta culture d'équipe si jamais tu veux aller plus loin avec moi. On commence tout de suite avec 3 histoires de culture d'équipe. La première, c'est pas une histoire en fait, finalement. C'est un mail que j'ai reçu de Flora qui nous parle justement de culture. Un mail que je voudrais te lire parce que je le trouve très très juste. Et d'ailleurs, si ça t'évoque des choses à toi, n'hésite pas à réagir dans les mails privés. Donc voilà le mail de Flora. Tes podcasts ont été déterminants pour changer mon mindset lorsque la société dans laquelle j'étais depuis 10 ans a été rachetée par une autre, Fusion, dans laquelle je suis toujours aujourd'hui. En tant que fonction support, mon poste, ma collègue, mon manager et l'organisation ont changé du jour au lendemain et ça a été extrêmement traumatisant. J'étais à 2 doigts de partir et le podcast « Tout le monde se fiche de ce que tu penses » m'a aidé à voir les choses autrement. Je t'invite évidemment à écouter ce podcast si ça t'intéresse. Aujourd'hui, je suis heureuse dans mon poste et j'avance sans me soucier de ce que les autres pensent. Dur pour une influente. Influente, c'est son profil. Ce serait d'ailleurs super que tu fasses un podcast sur les fusions, car les managers sont mis à rude épreuve et les dirigeants, sans être malveillants, s'y prennent souvent mal et en force. Et donc, ce que souligne pour moi Flora, c'est la première dissonance dont je voudrais te parler. On va voir que quand on parle de culture, il faut parler de dissonance. La première dissonance qu'elle met en avant, c'est le choc des cultures entre 2 équipes ou 2 entreprises. Moi, je l'ai vécu de nombreuses fois en tant que dirigeant, puisque aujourd'hui, les entreprises à la tête desquelles je suis, en dehors de Outils du Manager, ce sont toutes des entreprises que j'ai rachetées. Et à chaque fois qu'on rachète une entreprise, eh bien, on se rend compte que la culture est différente. On verra un peu plus loin ce que c'est que la culture. Mais voilà, le premier choc que tu risques d'expérimenter en tant que manager, c'est cette différence de culture entre ton équipe, les autres équipes, et ce sera d'autant plus fort si jamais il y a des rachats d'entreprises dans le groupe pour lequel tu travailles. Donc, première histoire, première dissonance, le choc des cultures. Ensuite, il y a une deuxième dissonance dont je voudrais te parler. Et là, c'est une histoire qui m'est arrivée à moi. J'ai changé les noms, évidemment. Et on va voir qu'il s'agit d'un autre genre de dissonance. En fait, je vais te parler de Suzanne, qui est une amie anglaise qui dirige un tout petit restaurant, un mini-restaurant super sympa qui s'appelle The Little Place. Donc, comme son nom l'indique, c'est pas très grand. Et Suzanne, eh bien, elle est d'une nature super joyeuse et son petit resto est à son image. Donc il y a des phrases inspirantes un petit peu accrochées sur tous les murs, à côté des photos des clients. Et pour te citer quelques phrases que j'ai traduites, c'est « Ici, on est gentil ou on est dehors ». Une autre phrase « Si tu n'as rien d'agréable à dire, ne dis rien ». Enfin voilà, tu vois l'esprit, moi j'adore. Au moins on sait où on est, ça donne une ambiance et en plus on se régale. Et donc, Suzanne, elle a une chef en cuisine qui s'appelle Laura, et qui est une vraie pro, qui fait très très bien à manger, et elle a une petite équipe. Et puis un jour, je trouve que Suzanne est moins gaie que d'habitude. Donc je lui demande si ça va, et elle me dit bof bof. Donc je lui demande ce qui se passe, et elle me répond qu'elle a des problèmes avec Laura, donc sa chef en cuisine, qui est une pro, je le répète. Elle m'explique que
Laura a eu des problèmes personnels et que ça a joué sur son humeur, des problèmes familiaux, et qu'elle est devenue assez taciturne, très négative, en particulier avec Suzanne, donc Suzanne qui est sa chef. Et Suzanne a été compréhensive, elle se disait que c'était passager, que ça allait petit à petit aller mieux, que Laura allait de petit à petit aller mieux. Et puis, finalement, ça n'a pas été mieux. C'est-à-dire que l'activité a décollé, l'équipe était un peu plus soumise à de la pression, un petit peu plus que d'habitude. Et en fait, Suzanne, c'était un peu de pire en pire. C'est-à-dire qu'elle critiquait la gestion du restaurant, elle critiquait le rythme, elle critiquait les menus. Bref, elle était devenue assez désagréable, au point où elle en est même venue à faire des réflexions devant les clients et les autres employés, ce qui a commencé à vraiment poser un problème à Suzanne. Et en fait, quand j'ai discuté avec Suzanne, elle venait à douter de son projet. C'est-à-dire qu'elle me disait, moi, de toute façon, je n'ai pas lancé mon projet pour ça, pour subir de la tension. Moi, je ne réponds pas aux provocations, mais je ne sais pas quoi faire. Et elle dit, maintenant, c'est un peu la guerre froide. Moi, je viens à mon propre restaurant en étant beaucoup moins motivé, et je ne sais pas quoi faire devant le comportement de Suzanne. Et donc, quand elle me dit ça, je lui dis, en fait, en résumé, tu as un problème de management, et en particulier un problème de culture et un problème de dissonance. Donc, en fait, je lui ai montré que sur les murs, donc, elle avait des phrases qui disaient quand même « Ici, on est gentil ou on est dehors. Si tu n'as rien de gentil à dire, tu ne dis rien. » Donc, je lui montre ce qu'il y a sur les murs. Et elle me dit « Oui, non, mais ça, c'est pour les clients. C'est l'expérience que je veux faire vivre aux clients. Et donc, c'est plutôt pour ça. » Et en fait, elle voulait créer un lieu joyeux, un lieu où tu peux avoir des clients, tu veux pas de clients qui se plaignent, tu veux pas de clients qui tirent la gueule, etc. Mais elle me dit, mais ça c'est pour les clients. Et je lui dis, oui, mais en réalité, ce que tu décris, c'est ton expérience client. Tu veux que ce soit comme ça pour les clients, qu'ils se régalent, que ce soit sympa, etc. Mais tu ne l'appliques pas à tes employés. Et donc, c'est impossible, en réalité, surtout dans une petite structure, mais on verra plus tard que c'est impossible aussi dans une grande structure, d'avoir un écart entre l'expérience client et l'expérience employé. Et j'ai fait d'ailleurs un podcast là-dessus, je crois qu'il s'appelle l'expérience employée, avec je me souviens plus de son nom m'échappe, mais quelqu'un qui a écrit un livre, un monsieur canadien qui a écrit un livre sur le sujet, où il explique que jusqu'à maintenant, les entreprises accordaient beaucoup d'importance à l'expérience client, mais pas du tout à l'expérience employée, ce qui est un peu dommage, parce que l'expérience employée, c'est-à-dire la culture qui a lieu, qui a cours à l'intérieur de ton entreprise, en fait, c'est elle qui va donner aussi la culture, ou plutôt l'expérience que tes clients vont avoir. Et donc, deuxième dissonance contre laquelle il faut lutter, c'est cette dissonance entre l'expérience client et l'expérience employée. Et moi, je pense que de plus en plus, c'est sur l'expérience employée qu'il faut travailler, et donc sur la culture d'entreprise, sur les valeurs, etc., plus que sur l'expérience client, puisque de toute façon, ça aura un impact sur l'expérience employée. Troisième histoire, ou plutôt troisième expérience, ou plutôt troisième anecdote que j'ai à te raconter. J'ai été récemment, et d'ailleurs j'en ai parlé dans quelques podcasts, j'avais été sollicité par un groupement d'experts comptables. Il y a un petit bip, c'est pas grave. Par un groupement d'experts comptables qui me sollicitait parce qu'ils avaient une crise. Il faut savoir qu'il y a une crise en ce moment chez les experts comptables, cabinets d'expertise comptable, c'est qu'ils ont beaucoup de turnover et ils ont du mal à recruter. Clairement, le marché n'est plus en la faveur des employeurs, il est plus en faveur des employés. Et donc, j'étais allé faire un petit séminaire, ou plutôt une petite conférence là-bas. J'avais pas mal discuté avec les experts comptables qui savaient pas quoi faire, en fait. Qui disaient, en fait, les nouveaux arrivés sur le marché sont des petites princesses, hein, c'est leur terme, hein, c'est pas le mien. Et donc, voilà, ils passent 3-4 entretiens dans différents cabinets d'expertise, et puis ils choisissent le meilleur, c'est-à-dire que maintenant, quand on a quelqu'un en entretien, on n'est plus sûr de le recruter. Donc je leur avais dit bienvenue au club, c'est normal, et c'est comme ça que ça se passe. Et il me disait, et puis, y compris les gens qu'on a en interne, qui de plus en plus se posent des questions, et vont ailleurs, etc., etc.
Et donc, il m'avait demandé d'intervenir sur ce sujet-là, moi en tant que côté management. Et puis, il y avait d'autres intervenants qui intervenaient, qui parlaient plutôt du côté redorer l'image de l'entreprise, faire de la participation pour que les salariés soient intéressés financièrement, etc. Et donc, globalement, les intervenants qui étaient passés avant moi, c'est plutôt des gens qui leur conseillaient de redorer leur image, de refaire leurs plaquettes, de refaire leur site, etc., en parlant de modernité, en indiquant dans leurs plaquettes, etc., dans leur site, qu'ils étaient à l'écoute des salariés, pourquoi pas en proposant un baby-foot, un accès à une crèche, une salle de sport, d'une part, et d'autre part, des salaires attractifs, de la participation, etc., etc. Et en fait, ce que j'avais souligné, moi je reste sur cette opinion, c'est que oui, ok, tu peux effectivement affirmer des valeurs, affirmer des choses, dire que tu as de l'écoute, que tu es un cabinet moderne. Si en réalité, en interne, la culture ne change pas, eh bien tu vas avoir un effet, tu vas avoir une nouvelle dissonance. Cette dissonance, c'est une dissonance entre la culture qui est affirmée ou qui est voulue, et la culture réelle qui est vécue de l'entreprise. C'est-à-dire vraiment une dissonance entre la culture affirmée et la culture vécue ou la culture réelle. Et faire ça, c'est ce qu'il y a de pire. À la limite, il vaut mieux pas avoir une très bonne image, mais que les gens soient surpris en bien, ou on dit déçus en bien, nous, dans le Nord, quand on arrive dans l'entreprise, plutôt que l'inverse. Parce que sinon, tu as ce que j'appelle un rebond. C'est-à-dire que la personne, elle est très attirée, elle se rend compte, elle est très séduite par ce qu'on lui dit qui va arriver. Quand elle arrive dans l'entreprise, effectivement, il y a un baby-foot, effectivement, il y a des belles phrases sur les murs, mais dans le quotidien, la culture, en fait, n'est pas celle-là. C'est-à-dire qu'on le traite un petit peu comme une bête de somme qui doit cracher des heures, il n'est pas valorisé humainement, on lui met la pression, on attise la compétition interne, etc. Et en général, ça ne dure pas longtemps. La personne, qu'est-ce qu'elle va faire? La recrue, elle va ressortir, et puis elle va chercher une entreprise où réellement, en interne, la culture lui convient. Et pour ça, eh bien, elle va aller sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que même si tu peux essayer de réaffirmer ton image pour être attractif, etc., en général, les gens, en fait, se renseignent. Il y a plein de sites pour ça, en particulier chez les experts comptables. Il y a un site qui s'appelle Vide Comptable. Et en fait, ils se renseignent sur les cabinets avant d'y aller. Donc, la troisième dissonance, de loin, pour moi, la plus importante, c'est la culture affirmée versus la culture vécue ou la culture réelle. Donc, on a mis en avant trois dissonances. Le choc de culture, c'est-à-dire on voit que dans deux entreprises, eh bien, les valeurs sont différentes. Moi, j'ai eu un cas très très récemment où mon équipe, on vient d'intégrer une nouvelle entreprise, et une des personnes de l'autre équipe avait suggéré quelque chose qui a choqué fortement les gens chez moi. Et donc je me dis, tiens, c'est marrant, ça c'est un choc de culture. Donc, mon premier conseil, c'est que tu sois sensible à la culture, que tu observes les comportements de tes collaborateurs ou les réactions de tes collaborateurs. Et à chaque fois que quelqu'un est choqué, soit un collaborateur, soit toi, en voyant le comportement de quelqu'un, peut-être que tu es en train d'assister à un choc de culture. Donc le premier exercice que je te propose de faire, c'est simplement d'être plus sensible à cette notion de culture en observant les comportements. Ensuite, expérience client versus expérience employé. Moi, je dis que travaille sur ton expérience employé avant tout, c'est-à-dire la culture d'entreprise, et ton expérience client sera bonne. Si tu travailles sur l'expérience client, mais pas sur l'expérience employée, ça ne va pas fonctionner, il va y avoir une dissonance, et finalement, ça ne fonctionnerait pas. Et puis, troisième, attention à la culture affirmée versus la culture réelle. Ici, il faut vraiment que tu prennes l'habitude de travailler sur la culture vécue, c'est-à-dire sur vraiment l'expérience qu'ont tes collaborateurs. Je vais rentrer un peu plus dans le détail après, mais ce qui est important ici, c'est que tu perdes l'habitude de croire que ce qui marche, c'est la culture affirmée. C'est-à-dire, la culture affirmée, c'est le domaine de l'injonction. C'est, puisque j'ai déterminé ces valeurs-là, puisqu'elles sont écrites partout, alors ce sont les valeurs qui ont réellement cours dans l'entreprise. En fait, il n'y a rien de plus faux. En général, ce qui crée le désordre, ce qui crée la dissonance que les gens ressentent et ce qui va créer en fait les problèmes de management, c'est justement cet écart. C'est-à-dire, très souvent, tu vas entendre
en fait, moi, j'ai du mal en fait dans mon entreprise parce qu'on affirme ceci, on affirme cela, et en vrai, voilà comment ça se passe. Et donc, ça veut dire que toi, en tant que manager, tu peux plus t'appuyer sur les vieilles méthodes. Je le dis souvent, les vieilles méthodes à la pression, le fait d'avoir des players, de les mettre en avant, de faire de la compétition, d'affirmer les choses, d'être uniquement focalisé sur le résultat, ça crée aujourd'hui de la dissonance. Donc ces méthodes sont mortes, tu peux plus les utiliser, et donc tu vas devoir changer de paradigme, tu vas devoir changer de manière d'agir sur tes collaborateurs, et on va voir que pour faire ça, il faut agir sur la culture vécue de ton équipe. On a une évolution du marché aujourd'hui, de l'offre et de la demande, et c'est une bonne chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as remarqué probablement, il y a un premier phénomène qui se passe, c'est que les candidats, ou plutôt les salariés, sont plus mobiles qu'avant, simplement parce que le marché du travail est en leur faveur, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes, on a du mal à recruter des profils, et donc ça génère du mouvement sur le marché de l'emploi, ça peut générer des départs dans ton entreprise, mais normalement ça doit être compensé par du recrutement. Malheureusement, si tu es encore sur les anciennes méthodes de management, tu ne vas pas réussir à recruter et à retenir tes salariés. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un renversement, ou plutôt une substitution entre les deux R du management. Les deux R du management, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on demande à un employeur comment il reconnaît un bon manager, il va répondre par le premier R. Il va dire il m'apporte du bon résultat. C'est le premier rôle du manager, effectivement, c'est d'apporter du résultat. Mais si je lui dis oui, mais s'il obtient du résultat au détriment de son équipe, c'est-à-dire que son équipe ne reste pas dans l'entreprise et tu as du turnover, est-ce que tu es content quand même ? Ah non, l'employeur va me dire non, du résultat, mais aussi autre chose qu'on va appeler la rétention. C'est ça les deux R du management. Et jusqu'à maintenant, le management, il visait à travailler surtout sur le grand R, c'est-à-dire le résultat, en mettant de la pression, en parlant de A-player. Je vois encore des vidéos très souvent américaines sur YouTube qui nous disent qu'il faut recruter une équipe de A-players, c'est-à-dire des gens extrêmement forts dans leur domaine, très compétitifs, etc. Il ne faut pas garder les B-players, etc., etc. Moi, je pense que ce management-là, petit à petit, on va se rendre compte qu'il est moins efficace Il est peut-être efficace pour avoir des résultats court terme, mais dans le long terme, c'est un peu embêtant parce que ça fait fuir des gens, ça donne une mauvaise ambiance. Et en fait, les gens, finalement, ils viennent dans ton entreprise pour faire un petit bout de carrière, gagner un peu d'argent, puis après, ils s'en vont parce que l'ambiance est pourrie. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le deuxième R du management, qui est la rétention, c'est sur ce deuxième R qu'il faut travailler en priorité. C'est-à-dire qu'avant, on disait on va obtenir des résultats, mais il faut faire attention de ne pas cramer les gens, et donc il faut un petit peu travailler quand même sur la rétention. Moi, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on va devoir travailler de plus en plus sur la rétention, c'est-à-dire sur effectivement les conditions de travail, mais aussi la culture d'entreprise, etc. Et c'est ça qui va nous amener des résultats. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le marché, il est en faveur des employés, et ils ont des exigences qui ont changé. Ils veulent une bonne expérience employée. Ils savent que si jamais la culture ne leur plaît pas, ils peuvent changer. Et surtout, ils se renseignent avant ou autour d'eux pour savoir c'est quoi l'ambiance dans l'entreprise. Donc, l'ambiance dans l'entreprise, ça ne veut pas dire grand-chose. On va voir, on va détailler. Mais en gros, ce qu'ils disent, c'est quoi la culture d'entreprise ? Qu'est-ce que je vais trouver dans cette entreprise, au-delà du salaire et de la sécurité de l'emploi, qui va me permettre de m'éclater en fait dans cette boîte. En gros, c'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est que la culture d'entreprise ? C'est un ensemble de valeurs et ça indique comment on obtient de la performance, comment on travaille, et si possible, il faut que ces valeurs soient spécifiques. Et moi, je t'avais déjà fait un podcast en disant que j'avais du mal avec la vision d'entreprise, c'est-à-dire j'avais du mal quand un consultant me disait « mais c'est quoi la vision de votre entreprise ?» Mais c'est quoi la vision ? À votre avis, vers quoi se dirige votre entreprise dans 10 ans ? Quel sera le marché dans 10 ans, etc. Et moi, j'ai toujours eu de mal avec ça. J'ai toujours dit, mais moi, si je vous dis l'état du marché dans 10 ans, en disant c'est ça que l'état du marché, que le marché, c'est de cette manière-là que le marché va se développer, j'ai toujours l'impression de mentir.
Parce qu'en réalité, j'en sais rien. Moi, je ne sais pas le marché dans 10 ans comment il sera. Tout ce que je sais, c'est que je fais en sorte que mon entreprise ait la meilleure culture et les moyens d'être encore vivante le lendemain. Pour moi, ma vision d'entreprise, c'est ça. Il faut que j'ai des équipes qui soient adaptables, qui collaborent ensemble pour que dans le long terme, on soit toujours là. Et là, quand je commence à dire ça, je commence à parler en fait d'une culture d'entreprise et de certaines valeurs. C'est-à-dire de privilégier le long terme par rapport au court terme, de ne pas travailler sur la pression, mais plutôt sur la créativité. Tu vois, ce genre de truc. Et ça, en fait, effectivement, quand je commence à parler de ça, je commence à parler de valeurs. Et c'est pour ça que je prétends qu'il vaut mieux travailler sur sa culture que sur sa vision. Je pense que la culture est plus puissante que la vision. La culture ment moins que la vision. Et en réalité, c'est la culture qui va déterminer où tu vas arriver. Et en cela, moi, je trouve que la culture est supérieure à la vision. C'est une opinion personnelle. Ce dont je suis sûr, c'est que c'est plus concret, plus simple et plus générateur de résultats de travailler sur la culture que de travailler sur la vision. Mais même là, quand j'ai eu des consultants qui sont venus m'aider pour travailler sur justement la culture de mon entreprise, en fait, ça m'allait pas. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que les méthodes des consultants créaient, elles aussi, de la dissonance, et je vais t'expliquer ce que moi, je reprochais aux méthodes traditionnelles, et ce qui a fait, et donc je galérais pour travailler sur ma culture d'entreprise, et ce qui a fait que j'ai eu besoin de trouver une méthode qui me paraissait plus naturelle et efficace. Le premier truc, c'est les approches top-down. Donc, approche top-down, ça veut dire que tu pars de la direction, tu détermines une culture, et puis, entre guillemets, tu l'imposes ou tu la fais descendre sur les salariés. C'est une première forme de top-down. Je te parlerai tout à l'heure d'une autre forme de top-down. Mais je dirais le top-down hiérarchique, c'est ça. C'est-à-dire que le consultant, il me dit, bon, alors voilà, qu'est-ce que vous voulez comme ambiance enfin bref, il me fait travailler là-dessus. Et puis ensuite, il faut qu'on mette ça sur le site web, il faut qu'on en parle en réunion, il faut qu'on mette ça sur des affiches sur les murs, etc. Et pour moi, j'y crois pas, en fait, finalement. Je pense pas que ce soit en affirmant quelque chose que tu vas transformer les comportements des gens. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est écrit sur le mur « ici on est honnête » que les gens vont devenir honnêtes comme par magie. Je veux dire, c'est pas inutile de le faire, mais le risque, c'est que ça crée de la dissonance, c'est-à-dire que ce soit écrit ça sur le mur, puis que la personne, en fait, se rende compte que dans l'entreprise, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Première chose. La deuxième chose, qui est moins top-down, c'est la consultation. C'est-à-dire que, finalement, on demande aux salariés, c'est quoi pour vous les valeurs de l'entreprise? On fait une espèce de mélange de tout ce qu'ils ont dit, et puis on sort, je dirais un peu une moyenne, une espèce de synthèse de ce qu'ils ont dit. Et en général, c'est pas terrible non plus, d'abord parce que c'est lourd et c'est compliqué à organiser, mais aussi parce qu'on n'a pas la même définition. C'est-à-dire que, par exemple, moi, si je parle d'honnêteté, ça veut dire on n'a pas le droit de voler dans l'entreprise. Voilà, clairement, on pourrait dire que c'est ça. Mais quelqu'un d'autre va me dire non, l'honnêteté, c'est de dire tout ce qu'on pense. Et pour moi, dire tout ce qu'on pense, c'est pas de l'honnêteté, tu vois. Et le risque, c'est qu'on soit comme ça sur une culture qui est trop floue, qui utilise des mots valises. Un mot valise, c'est un mot, tu peux mettre ce que tu veux dedans, ça va marcher quand même. Comme la bienveillance. Je veux dire, quand on parle de bienveillance, par exemple, c'est un mot qui est formidable, mais on n'a pas forcément la même définition de la bienveillance. Pour toi, ça va vouloir dire, il faut respecter l'individu dans sa culture. Et puis moi, ça va vouloir dire, la bienveillance, c'est donner le plus d'argent possible aux gens, tu vois. Et puis si t'en donnes pas assez, c'est que t'es pas bienveillant. Donc, le risque, quand on fait ce genre de truc, c'est qu'on se retrouve avec un truc trop flou. Et surtout, ce qui me gêne, c'est que tout ça, ça reste un peu dans l'injonction. C'est-à-dire que à chaque fois, en fait, on va afficher des valeurs en se disant que, parce qu'on les affirme, alors elles vont être réalisées dans l'entreprise. Et en fait, dans les 3 histoires que je t'ai racontées, le point commun, c'est qu'on était dans l'injonction et que ça n'a pas fonctionné. Ça a, au contraire, accentué la dissonance. Donc voilà, pour moi, les méthodes classiques des consultants, elles créent de la dissonance parce qu'elles sont souvent top-down,
parce qu'elles utilisent des mots trop flous, des mots valises, et surtout parce qu'elles restent dans la dissonance. Et qu'en fait, dans l'entreprise, ce qu'on affirme, c'est pas ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus dans une entreprise, c'est ce qu'on fait. Donc, moi, je me suis dit, je vais essayer de trouver quelque chose qui soit plus naturel, plus efficace. Et en fait, je suis parti de plusieurs constats très concrets que tu peux faire certainement aussi avec ton équipe. La première chose que moi, dont je sois sûr à propos de ma culture d'entreprise, c'est que j'ai des collaborateurs qui me paraissent porter les meilleures valeurs. C'est-à-dire que c'est pas forcément très conscient chez moi, mais clairement, dans les gens de mes équipes, il y a des gens, je me dis, bah, dis donc, lui, c'est un peu, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais c'est un peu quand même le collaborateur idéal ou modèle. Et en fait, qu'est-ce que je donnerais pour le dupliquer, ou qu'est-ce que je pourrais faire pour que les autres soient comme lui ou comme elle, en fait. Je suis sûr qu'en tant que chef d'entreprise ou manager, tu t'es déjà fait ces réflexions. Ah, mais qu'est-ce que c'est facile avec machin, et qu'est-ce que c'est difficile avec bidule. Bon, une fois que tu as repéré ça, c'est intéressant, mais finalement, ça t'avance pas, puisqu'on en a déjà parlé ici, on va pas changer, je dirais, les pensées des gens, et surtout, c'est pas en disant bah, machin est le meilleur employé du mois, donc faites tous comme lui, et vous allez voir, ça va marcher, parce que là, on revient au concept de A-player, qui fonctionne pas bien, parce qu'il attise justement la compétition interne. Par contre, ce qu'on peut repérer chez ses collaborateurs, ce sont des manières de faire, des choses qu'ils font, des comportements. Et ce mot est extrêmement important, c'est pour ça que je l'ai affiché, le mot de comportement, parce qu'il est beaucoup plus concret et surtout beaucoup moins valise, on va dire, que le mot de valeur. Et donc, pour moi, plutôt qu'une approche top-down, c'est-à-dire de dire, voilà, on va déterminer des valeurs et ensuite on va les affirmer pour que les comportements changent, on va faire le contraire. On va repérer chez nos collaborateurs les meilleurs comportements et les moins bons comportements, et à partir de ces comportements, on va déterminer les valeurs. C'est-à-dire qu'on va partir des collaborateurs, on va regarder leur comportement, et à partir de ça, on va commencer à parler de valeurs. Et on ne pourra plus jamais évoquer la valeur sans évoquer le comportement qui va avec. Et du coup, ça empêche d'avoir des mots valises. Par exemple, on ne peut plus dire bah, « nous, on aime bien l'honnêteté », on ne pourra dire « on aime bien l'honnêteté » qui se manifeste de telle et telle manière. Là, je te fais un résumé, hein, on n'est pas dans une formation, mais c'est un petit peu ça le principe. Et d'ailleurs, l'expérience employée, qu'est-ce que c'est l'expérience d'un employé? En vrai, c'est pas ce qui est écrit sur les murs. C'est pas ce qu'il y a dans les plaquettes, c'est pas ce qui est affirmé par la direction. L'expérience d'un employé, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la somme des comportements, la somme des expériences qu'il a à cause des comportements des gens autour de lui. Et en fait, pour moi, c'est beaucoup plus puissant de partir des comportements pour déterminer les valeurs et d'agir sur les comportements pour agir sur les valeurs. C'est-à-dire qu'une fois que tu as repéré avec cette méthode, qui est en fait finalement une méthode bottom-up, par opposition à top-down, c'est-à-dire que tu vas aller voir au niveau le plus bas de l'entreprise qui sont les valeurs, les comportements, pardon, eh bien, tu vas déterminer les valeurs qui te plaisent et celles qui te déplaisent, et ensuite tu pourras, en fonction des valeurs que tu as déterminées, jouer sur les comportements, et c'est comme ça que tu vas renforcer ces valeurs pour les faire évoluer. Pas en les affirmant, mais en observant les comportements et en agissant sur ces comportements. Voilà, la méthode, ma méthode à moi, elle est bottom-up, et elle est basée sur les comportements, parce que la définition la meilleure d'une culture d'entreprise, ou en tout cas d'une culture d'entreprise vécue, c'est-à-dire de l'expérience employée, eh bien c'est la somme des comportements qui ont lieu dans ton équipe, dans ton entreprise, etc. C'est comme ça, moi, finalement, que j'ai réussi à travailler sur vraiment à faire évoluer la culture de mes équipes. Donc, on fait un petit récap.
ce que j'ai envie de dire, c'est que plutôt que de créer des A-players, il faut créer une A-culture. Je vais t'expliquer ce que c'est. On voit qu'aujourd'hui, on vit une inversion des deux R. C'est-à-dire que la culture, l'expérience employée, c'est elle qui va générer les résultats. Ça ne sera plus la pression. La pression, c'est fini. Si tu mets trop de pression sur tes collaborateurs et qu'il n'y a pas la culture qui correspond, on fera éventuellement un podcast sur la pression, eh bien, tu vas juste perdre tes collaborateurs. L'histoire des players, c'est pas bête, mais tu vas pas changer ta boîte en embauchant que des players. Tu vas changer ta boîte en repérant tes players, mais avec un sens particulier, c'est-à-dire pas seulement ceux qui ont les meilleures performances, surtout ceux qui contribuent le plus à la rétention et qui ont des meilleures performances, c'est en les regardant que tu vas pouvoir déterminer quelle est la culture que tu veux créer. Et à partir de ça, eh bien, tu vas pouvoir créer ta culture, si on peut l'appeler comme ça. Qu'est-ce que c'est une culture ? C'est une culture qui génère automatiquement une performance durable. Et en fait, tu sauras que tu as mis ça en place quand tu commenceras à avoir tes collaborateurs qui s'améliorent entre eux. C'est-à-dire que, pour moi, c'est le meilleur levier du management. C'est-à-dire que tu n'auras plus quasiment à intervenir, tu seras effectivement le gardien de la culture de ton entreprise, mais le fait de l'avoir renforcé, c'est-à-dire avoir utilisé des outils de management pour renforcer cette culture, et je rappelle, des outils de management, ça n'est pas de l'injonction, c'est vraiment de l'action sur les comportements, de l'action sur les évaluations des collaborateurs, de l'action sur le recrutement. Et bien, une fois que tu auras créé cette culture, tu vas voir que finalement, automatiquement, tu auras beaucoup moins d'efforts à faire parce que l'inertie du management aura été vaincue et ce seront tes collaborateurs, tes meilleurs collaborateurs qui vont convertir les autres. Moi, j'ai vécu ça il n'y a pas très longtemps dans mon entreprise avec quelqu'un effectivement qui avait une culture différente et en fait, finalement, ce sont les autres salariés qui l'ont raisonné. J'ai pas trop eu besoin de le faire et finalement, cette personne d'ailleurs n'est pas restée dans l'entreprise parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que une fois que tu affirmes une culture, automatiquement, ça veut dire que tu valides des comportements et surtout, tu ajustes d'autres comportements. Quelqu'un qui ne serait pas d'accord pour changer son comportement, malheureusement, cette personne-là, tu ne peux pas la garder dans l'entreprise. Ce n'est pas le monde de Candy. Par contre, tu vas renforcer les personnes qui ont les meilleures performances et la meilleure rétention et tu vas attirer davantage de talents. Donc, c'est pour ça que je dis que la culture, aujourd'hui, tu ne peux pas faire l'impasse. C'est le meilleur levier. Alors, comment ça marche ? Moi, j'ai créé une formation là-dessus qui s'appelle Crée ta culture, CTC, Crée ta culture, et tu peux le faire en quelques jours auprès de ton équipe. Donc c'est beaucoup plus court que les processus classiques. T'as pas besoin de consultant pour le faire. Je te donne tout le mode d'emploi et en gros, en même temps, ça va pas se faire par magie, mais ça va pas se faire par l'injonction non plus. Ça va être d'abord en déterminant ses valeurs, mais en le faisant dans l'ordre suivant. C'est-à-dire que tu vas d'abord observer, et je t'expliquerai dans la formation comment faire tes collaborateurs. Tu vas décrire, mais pour toi tout seul, ce que ça veut dire. Tu vas créer un premier set de valeurs, mais ces valeurs ne vont pouvoir être créées que parce qu'elles correspondent à des comportements. Ensuite, tu vas pouvoir commencer à influencer tes collaborateurs à travers des feedbacks, à travers les évaluations annuelles ou trimestrielles selon le rythme de ton entreprise, à travers le recrutement, etc. Et c'est ça qui va renforcer la culture que tu auras déterminée, dont tu auras envie. Et donc, il y a un premier boulot à faire, parce que si je te disais qu'il n'y a pas de boulot à faire, tu ne me croirais pas, qui est ici, mais qui est assez simple, et surtout qui est étape par étape. Et une fois que tu auras fait ça, au bout de quelques semaines, tu auras créé une culture autonome et ton job à partir de ce moment-là, ce sera plus de la créer en permanence, de la réaffirmer, de l'afficher partout. Ça va simplement être d'agir dessus parce que tu seras devenu le gardien de ta culture et tu vas rapidement te rendre compte que tes collaborateurs, ils contribuent sans que tu aies forcément besoin d'être sur leur dos en permanence. Donc cette formation s'appelle CTC, c'est une formation, c'est-à-dire que c'est pas que de la théorie. Là, ce dont je t'ai parlé dans le podcast, j'ai essayé de te mettre des anecdotes, des choses comme ça, mais c'est de la théorie. Là, on est très concret. Il y a des exercices à faire. C'est très simple.
Donc des exercices dans un premier temps à faire toi-même, puis ensuite avec tes collaborateurs, mais d'une manière très très légère. Et ensuite, je te donne des conseils avec chacun des outils du manager que tu connais peut-être déjà, qui sont le feedback, l'évaluation, le recrutement, pour renforcer ta culture. Ça te permet de créer ta culture en quelques jours. Donc, si ça t'intéresse, j'ai mis un lien en descriptif. En cliquant sur le lien, tu vas avoir un récapitulatif par mail de ce que j'ai dit dans ce podcast pour vraiment ancrer les idées et puis agir sur ta culture de ton côté si tu as envie, ou à travers la formation que je vais te proposer dans cette suite d'emails. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je t'invite à réagir sur les mails privés si ça t'intéresse. Et puis je te dis à très bientôt sur Outils du Manager. Au revoir.